Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 juin 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, en rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Je vous remercie de me rejoindre pour une émission de plus sur le sujet de la tragédie absolue en cours à Gaza, avec une suspicion de génocide et cette question lancinante, comment est-il possible qu'au début du 21e siècle, il y ait une mansuétude, une complicité, une lâcheté pareille face à la tragédie absolue que vit le peuple de Gaza. Je vous recommande l'interview accordée récemment par Jeffrey Sachs à André Berkoff sur la chaîne Toxin Media. Jeffrey Sachs est un économiste, spécialiste en géopolitique qui a conseillé de très nombreux gouvernements à travers le monde. Il a travaillé notamment avec Kofi Annan lorsque celui-ci était secrétaire général des Nations Unies. Et dans cet entretien, Jeffrey Sachs nomme son horreur quant à ce que la politique internationale est en train de devenir. Et en disant que, avec ces dizaines d'années d'expérience, il ne se serait jamais attendu à ce qu'il y ait de telles violations du droit international, des attitudes aussi débridées que celles, évidemment, d'Israël, mais même de Donald Trump, le président des États-Unis, qui menace des chefs d'État étrangers de les assassiner, ceux qui seraient par hypothèse des crimes de guerre. Et donc un président des États-Unis qui, sacré Donald, dit « Ah bah oui, lui peut-être que je vais le faire assassiner, eux peut-être que je vais les massacrer », comme si ce genre d'énoncé était devenu banal. Alors bien sûr, tous ceux qui connaissent le personnage savent qu'a priori, il ne va pas le faire, mais le simple fait qu'il y ait une banalisation de paroles de cet ordre est évidemment en elle-même hautement problématique. Et puis Jeffrey Sachs revient bien sûr aussi dans cet entretien sur le génocide en cours à Gaza en disant « mais qui aurait pu imaginer ?» On savait tous que la colonisation en Israël, que le projet sioniste était bien sûr raciste, conduisait à un apartheid, mais de là à imaginer un génocide, nous sommes à des années-lumière, nous avons basculé dans une folie collective profonde. Alors je reviens sur l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas visionné, je vous invite à en prendre connaissance, mais où j'ai fait en quelque sorte un tour du propriétaire. Le terme de génocide est très controversé, certains l'utilisent en disant « mais ouvrez les yeux, c'est ce qui est en train de se passer à Gaza ». D'autres expriment de la réticence, voire de l'hostilité à ce terme en disant « on ne peut quand même pas parler de génocide ». Et puis ça ne sert à rien de parler dans le vide dans ce genre de cas. Que convient-il de faire? Eh bien c'est d'établir les données factuelles, les faits vérifiables dont on est sûr, parce qu'ils ont pu être établis, et puis ensuite en consultant les définitions du droit international, voir si nous avons affaire à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité ou par hypothèse à un génocide. Alors je reviens sur les grandes lignes de ce bilan. Il y a au moins 60 000 morts à Gaza, dont 90% de civils, une grande majorité de femmes et d'enfants. Mais vous le savez, une étude de Harvard est en train même de suggérer que le bilan est infiniment plus lourd, puisqu'on évoque près de 400 000 tués, en fait sur la base d'un différentiel entre la population connue de Gaza et celle, étant donné qu'aujourd'hui elle a été déplacée et parquée dans 18% du territoire, qu'on est en mesure de dénombrer. Et même l'ancien ministre des Finances israélien Smotrich a admis implicitement que 400 000 civils auraient été tués à Gaza, puisqu'il vient de dire qu'il faut déplacer le 1,8 million de Gazaouis restants, et puisque le chiffre de 2,2 millions avant les attaques israéliennes étaient établies, par une simple soustraction, on voit qu'effectivement, on est probablement à 400 000 morts. On sait que les femmes et les enfants sont particulièrement visés, c'est des crimes de guerre, si c'est systématique, c'est des crimes contre l'humanité, et s'il y a une intention de détruire un groupe humain, cela devient un génocide. C'est ce que nous allons vérifier dans le cours de cette émission, sachant que le génocide requiert de plus une intention d'exterminer en tout ou en partie un groupe humain. En attendant, comme le relève Christopher Hedges, un journaliste américain lauréat du prix Pulitzer en 2002, il dit bien sûr, malheureusement, qu'il y a des enfants qui sont victimes dans d'autres conflits, et j'en ai vu dans des conflits que j'ai couverts, mais jamais encore je n'ai vu des soldats piéger des enfants pour les enfermer dans des pièges et leur tirer dessus comme si c'était un sport.
Et ça, c'est effectivement ce que nous avons vu, et je l'ai documenté dans la précédente émission. Il y a une intention délibérée de tuer des enfants par des tirs à balles réelles, ciblés ou par des drones, et évidemment que ça nous met dans une catégorie de crimes particulièrement grave et suggérant une possibilité de génocide. On a vu également comment les humanitaires, les travailleurs humanitaires et les soignants avaient été la cible massivement des forces armées israéliennes, les hôpitaux à peu près intégralement détruits, ainsi que le service de santé et le service d'éducation, meurtres de journalistes plus que dans les 2 guerres mondiales, le conflit en Afghanistan, la guerre du Vietnam et le conflit en Yougoslavie, donc une intention là encore délibérée d'Israël de liquider des témoins. Et je rappelle que vous n'avez pas le droit de tuer des journalistes. C'est interdit par le droit international. Mais on sent qu'aujourd'hui, Israël n'a à peu près plus rien à fiche du cadre légal habituel et que tant qu'il est protégé, notamment par son allié américain, il s'en soucie peu. Destruction du territoire et des infrastructures, à peu près 80% du bâti détruit, une famine intentionnellement créée, désormais c'est les enfants en bas âge qui meurent dans les hôpitaux par manque de lait maternisé, et puis ces fameux Hunger Games, c'est-à-dire les quelques points de ravitaillement encore approvisionnés, voient les soldats israéliens tirer à balles réelles sur la foule qui ne présente aucun danger. Et ça, une enquête de Haaretz, je rappelle que la presse israélienne fait encore, pour une partie d'entre elles, un travail de journalisme qu'on ne trouve plus aujourd'hui en Occident. Eh bien, Haaretz, disais-je, hier, a révélé sur la base de conversations avec des soldats que des commandants leur ont ordonné de tirer sur la foule, même lorsque la foule ne présentait aucun danger. Et c'est la question que nous allons poser aujourd'hui. Y a-t-il une intention de l'État d'Israël d'infliger délibérément, systématiquement, tout ce que nous venons de voir, ces crimes aux Palestiniens pour le détruire moralement, physiquement, et éventuellement par du nettoyage ethnique. Alors je passe le témoignage d'un autre médecin, britannique celui-ci, qui dans une commission d'enquête du Parlement britannique, il y a des mois et des mois, tout cela était déjà accessible comme connaissance, décrit ce qu'il a vu sur le terrain et partage avec nous l'extrême difficulté de ce à quoi il a été confronté. What I think I found particularly disturbing was that a bomb would drop maybe on a crowded, tented area, and then the drones would come down and... Please take your time. We're incredibly grateful that you're making the time to be here today, and I can only imagine just how it has impacted you and will continue to impact you. And I feel, because you can't unsee what you've seen. So the drones would come down and pick off civilians, children. And we had description after description. This is not, an occasional thing. This was day after day after day, operating on children who would say, I was lying on the ground after a bomb had dropped, and this quadcopter came down and hovered over me and shot me. And that's clearly a deliberate act, and it was a persistent act, persistent targeting of civilians day after day. We had 1 or 2 mass casualty incidents every day, and that meant 10 to 20 dead, 20 to 40 seriously injured. Now, a hospital like Guy's, where I used to work, Guy's and St Thomas's, might get 1 or 2 a year. We had 1 or 2 a day. And 60 to 70% of the people we treated were women and children. I wonder if you could tell us sort of the ages of the children. And you say that they said that they were lying on the ground from a bomb shock. Do you believe them? Oh, yeah. Absolutely. I mean, a 7-year-old's not going to make up a story. We're talking little children, yeah. not late teens. Well, from the majority of the children who were casualties were young children, but we had casualties in their teens, we had women in their 30s, and it was a very consistent story. And the story would be given as soon as they came into the emergency department. So I have absolutely no reason to doubt this. The bullets that the drones fire are these small cuboid pellets, and I fished
a number of those out of the abdomen of small children. I think the youngest I operated on was a 3-year-old who had a major injury to the artery in her neck, and we used the last shunt, which is a device you use to bypass the artery in the neck to keep supplying blood to the brain. We used the last one in the hospital because those kinds of things are just not available. She died about 3 or 4 days later from infection. You believe it was deliberate targeting of civilians? Absolutely, there's absolutely no question in my mind, and it's been the experience of so many healthcare workers who've documented it time and time and time again. But my personal experience and those of my colleagues was this was clearly persistent, deliberate targeting of civilians. And I've worked in a number of conflict zones in different parts of the world. I was there at the time of the Rwandan genocide. I've never seen anything on this scale, ever. And that was also the view of all the experienced colleagues that I worked with. One of the surgeons in my team had been to Ukraine 5 times and said, this is 10 times worse. Normally in a conflict zone, you would have a front line, you'd have fighting going on between 2 sets of forces, and you might get some civilians injured in that exchange. There doesn't seem to be a front line. There just seems to be 1.4 million people trapped, they can't leave, and having bombs dropped on them on a daily basis, and then drones coming in and shooting them. And there's plenty of evidence out there from Israeli soldiers that that's what's going on. But we saw it, we saw the results of it. Je recommande aussi bien sûr le travail de Yohann Soufi, qui est un avocat international spécialisé dans le droit humanitaire, qui a collaboré avec les Nations Unies et qui, sur son fil X, publie des fils de publication sur des sujets importants, et notamment avant-hier celui-ci sur la qualification de génocide. Que dit le droit international? De nouveau, ça ne sert à rien de parler dans le vide, il faut parler sur des éléments concrets, donc je vous y réfère. Alors, bien sûr, il y a déjà depuis longtemps des marqueurs, j'en ai rappelé un certain nombre dans de précédentes émissions. Le Monde, par exemple, en France, a révélé que des propos génocidaires et de déshumanisation des Palestiniens sont tenus dès le 7 octobre au plus haut sommet de l'État. Et ils ont fait, vous voyez, en mai 2025, donc ça leur a pris un certain temps quand même pour arriver avec cette analyse, le répertoire de ces expressions caractéristiques de la déshumanisation et de la volonté d'extermination d'un groupe. Netanyahou, on s'en souvient aussi, très tôt, a fait référence à des textes bibliques de l'Ancien Testament, un ensemble de passages, et notamment en disant « Nous sommes le peuple de la lumière, les Palestiniens sont le peuple des ténèbres », et ce qui, évidemment, nous plonge au cœur d'un racisme fondamental. Faut-il rappeler que les êtres humains sont toujours les mêmes à travers l'espace et le temps. Il n'y a pas différentes races au sein de l'espèce humaine. Il y a un genre, Homo, il y a une espèce, Sapiens, et ça s'arrête là. Il n'a rien d'autre. Donc dès que vous dites tel ou tel groupe est le groupe du démon, de l'obscurité, des infrahumains, des animaux humains, vous êtes déjà dans une logique génocidaire. Pourquoi? Parce que vous inférez qu'étant moins humains, vous pouvez traiter ces humains différemment et que si vous les massacrez ou les tuez, ça n'a pas la même importance que si vous tuez des êtres humains normaux. Et notamment avec cette référence à Amalek, un passage de l'Ancien Testament, et Netanyahou s'y est référé explicitement. Et on trouve par exemple dans le passage en question de l'Ancien Testament ces paroles « Maintenant, allez frapper et détruisez entièrement tout ce qu'ils ont, et ne les épargnez pas, tuez les hommes et les femmes, les nourrissons. Exterminez-les. » Et donc, c'est devenu le référentiel du gouvernement israélien dans l'intense travail de propagande qu'il a fait pour polariser l'opinion publique dans une acceptation du fait de commettre les exactions que nous avons vues.
avec de multiples rebonds. Alors évidemment, on ne peut pas rendre le gouvernement israélien responsable de paroles de certains rabbins ou de certains hommes politiques, mais si le gouvernement lui-même encourage, par des propos comme ceux que je viens de rappeler, la déshumanisation du groupe et appelle à son extermination, à ce moment-là, les autres éléments, comme ceux que je vais apporter maintenant, vous voyez, ne peuvent pas être considérés comme étant indépendants de l'intention du gouvernement, vu que lui-même a ouvert la porte à ces monstruosités. Et par exemple, des rabbins comme celui-là qui forment des soldats israéliens et qui est aumônier, qui a appelé à tuer les habitants de Gaza, même les enfants. Il ne faut pas laisser vivre une seule âme. Un appel à l'extermination. Ou cette députée à la Knesset qui a dit « Les mères des Palestiniens doivent aussi être tuées, car sinon elles vont donner naissance à des petits serpents. Tout le peuple palestinien est notre ennemi et donc nous devons tout détruire, sa population, ses aînés, ses femmes, ses villes, ses villages, sa propriété, ses infrastructures. » Ça, il n'y a pas de démonstration plus claire d'une intention de génocide. Et puis ces propos que j'ai déjà rappelés tout au long de la chaîne hiérarchique de la présidence israélienne. Jusqu'au gouvernement, jusqu'aux députés, jusqu'aux forces armées, jusqu'à la population elle-même. Disant, nous combattons des animaux humains, ces animaux humains doivent être traités en tant que tels. Et pourquoi avoir la moindre pitié pour ces animaux humains dans toutes les strates de l'État d'Israël? Et puis avec ce renversement de perspective si caractéristique, dois-je vous rappeler ma conviction profonde que Netanyahou est un des pires des psychopathes de l'histoire humaine à travers les siècles, et qui, ayant encouragé, professé, plaidé la cause de tout ce que je viens de dire, a encore le toupet d'énoncer la lutte contre le mal dans laquelle nous sommes engagés en exterminant les Palestiniens est un service rendu à l'humanité. Il y a évidemment une somme de moqueries, de sadisme de la part de la population et des autorités israéliennes. On sait qu'Israël a détruit la plupart des sources d'approvisionnement en eau, que la famine et la soif sévissent dans le camp de concentration à ciel ouvert de Gaza, qu'il y a des coupures d'électricité. Bien voilà par exemple différentes publications que des citoyens israéliens ont publiées sur les réseaux sociaux pour se moquer des Palestiniens soumis à ces traitements de punition collective. Avec des réunions de gens se rassemblant pour pique-niquer et observer à distance les bombardements nocturnes sur Gaza, en buvant des bières, en célébrant ce qu'ils étaient en train d'observer. Alors que des enfants sont en train de mourir de faim à Gaza, on a eu des soldats israéliens publiant des vidéos où ils font griller de la viande au milieu des ruines. L'organisation de croisières familiales, proche de Gaza, là encore, pour voir les bombardements, entendre la souffrance des Palestiniens, et puis puisque le but, c'est effectivement un nettoyage ethnique, pour que Gaza puisse être colonisé par les familles juives israéliennes, eh bien le fait de se réjouir à l'avance des terrains qui seront libérés par ce massacre collectif. Voilà un petit reportage de la chaîne TRT World. Heading to Yavin, just a step away from Gaza. The main settler organizations are holding a conference near the border to select the first Jewish families to settle in Gaza. We are the only media invited to cover it. ברגע שאני שומע את אותם הפצצות בעזה, אני מרגיש שהעם שלי חזק. משמידים את הרע בעולם. As we hear Israeli bombs falling on Gaza, they already discuss how much land each family will take, and the destiny of the people of Gaza, the exile. מותר לגרש אותו ומותר להשתלט עליו. זה שלנו והשם רוצה אותנו מתיישבים שם. למקום בכלל לגדל את הילדים, דרך אגב בסוף בהתחלה לא יהיה צפוף שם, כל אחד יהיה לו דונה, יהיה מאוד מרווח, לפחות דונה. לא! משנה מה אנחנו, אבל זה לא מספיק.
לא אחד ולא שתיים ולשם. כל אחד מכם. אז מי זה טוב? אתה אומר שנותנים לו לישון בשקט. אתה לא תישון בשקט. אני לא אתן לך לתכנן את עזה. עזה היא שלנו. That same night, while Gaza is relentlessly being erased, they took a boat with the first families, ready to occupy the land of those who are being killed and starved to death. המטרה של גרעיני ההתיישבות להתקרב ככל האפשר לעזה, לראות את עזה כולה ולהבין שמעתה והלאה עזה תהיה כולה יהודית. בעזרת השם, עם ישראל ינצח ונזכה לבנות ולראות בשוב השם לציון ובשוב עם ישראל לחבל עזה. Et puis même des artistes, comme un chanteur israélien qui, dans une chanson, a mis comme parole « Qui n'a pas d'eau, de nourriture, d'électricité, c'est Gaza. Qui va vivre dans les tentes, c'est Gaza. » Certains utilisent des images des massacres de population et de démolition de bâtiments à Gaza pour faire le show dans leur spectacle. Et jusqu'en France, où une soirée de soutien aux forces armées israéliennes a vu un quiz de la honte être mis sur pied, un événement auquel ont participé tous les influenceurs de service, mais également un certain nombre de journalistes et de personnalités françaises comme Franz-Olivier Gisbert, Laurence Ferrari, Barbara Lefebvre. Et une des questions du quiz pour gagner le premier prix, c'était, et sur la base d'une statistique fausse, à savoir qu'il y aurait 50% des tués à Gaza qui seraient des combattants du Hamas, c'est faux, c'est entre 1 et 10% ou plus. Et bien voilà le joyeux quiz posé par les animateurs aux participants de cette délicieuse soirée. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Allez, c'est la dernière question. On compte bien sûr les civils morts, hein. On ne parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. Allez, bientôt. Allez, on va bientôt connaître le gagnant. Ou la gagnante. Ou la gagnante. 1,3% des civils gazaouis sont morts. Alors, quel est le gagnant? Alors, attention. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Arié Danan, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Deuxième, Iris Fischer, on l'applaudit. Troisième, attention. Pascou 64. Ces gens sont vraiment nés avant la honte et vous voyez, c'est ça ce processus de déshumanisation. Je le rappelle, ça pourrait arriver à n'importe quel peuple. C'est circonstanciel. Et je ferai dans une prochaine émission l'analyse de comment est-ce qu'un peuple qui a lui-même vécu la Shoah est capable d'arriver dans des outrances de sadisme et de génocide comme celles que nous sommes en train d'observer. Alors, il faut rappeler que c'est de longue date. Il y a une politique coloniale extrêmement brutale, il y a un racisme et un apartheid. Et puis dans les territoires occupés, il y a une longue litanie d'arrestations d'enfants palestiniens par l'armée israélienne, des scènes absolument déchirantes, et des enfants qui sont kidnappés par l'armée israélienne, incarcérés, soumis à l'arbitraire, souvent enfermés pendant des années, pour des chefs d'inculpation qui parfois relèvent du jet de pierre, parfois ne le relèvent de rien du tout.
On peut être à certains moments dans l'arbitraire absolu, et puis une législation qui ne cesse de se durcir, puisqu'actuellement, on pourrait envisager un emprisonnement à vie pour des enfants âgés de 12 ans, avec une suspension de toutes les aides sociales auxquelles aurait droit la famille normalement. Récemment, il y a plus de 400 enfants qui ont été incarcérés dans les territoires occupés, qui sont interrogés par des forces extrêmement brutales en l'absence de tout protecteur ou de tout répondant. Et en tout, depuis 2015, Israël a arrêté plus de 9000 enfants palestiniens. C'est le seul pays au monde qui traduit en procès devant des tribunaux militaires des enfants, avec des punitions allant jusqu'à 20 ans de prison pour un jet de pierre. La torture et le viol sont abondamment pratiqués dans les prisons israéliennes. Et là encore, c'est de notoriété publique, ce n'est pas quelque chose que j'invente pour calomnier l'État d'Israël. À la télévision israélienne, la torture psychologique des civils palestiniens est présentée pendant que les présentateurs rient et se moquent. Des dizaines de civils palestiniens, par exemple, étaient allongés au sol, les yeux bandés et les mains liées, tandis qu'une chanson d'enfant est diffusée en boucle pendant 8 heures. Alors, les présentateurs disent qu'il s'agit de terroristes du Hamas, mais en réalité, non. Ce n'étaient pas des militants ou des combattants du Hamas, c'était dans les territoires occupés de Cisjordanie, des civils qui avaient été raflés par les forces israéliennes. Dans la sinistre prison de Ofer, il y a des tortures qui ont été filmées, d'innombrables témoignages, des observateurs internationaux qui les décrivent, et un débat qui est remonté jusqu'à la Knesset quant au fait qu'il était légitime de sodomiser des prisonniers palestiniens, en l'occurrence avec des bâtons ou avec des barres de fer rouillé, et certains députés n'ont pas hésité à dire « mais vous allez quand même pas nous emmerder avec ces sous-humains. Quoi qu'on leur inflige, c'est légitime étant donné qui ils sont. » Certains des violeurs ont été considérés comme des héros. Certains d'entre eux ont été arrêtés, malgré tout, par la police israélienne. Il y a eu une émeute pour les libérer, et ils ont été portés en triomphe par la foule, interrogés à la télévision, comme étant des patriotes idéaux. Et puis toujours cette logique dans laquelle nous viendrons dans une prochaine émission, quoi que fassent les Israéliens, c'est eux les victimes. Et donc c'était de l'autodéfense. Donc des soldats israéliens ont dit, si on viole en masse des prisonniers palestiniens, c'est de l'autodéfense. Un rabbin a béni les violeurs. Vous avez bien fait, mon fils, mon enfant. Et tout cela, bien sûr, établi par des témoignages, y compris d'Israéliens impliqués dans ces horreurs, et puis des rapports des Nations Unies qui décrivent de manière absolument indiscutable la généralisation de ce genre d'exactions et des violences commises par des êtres humains et parfois des chiens sur des prisonniers. Le nettoyage ethnique, ma foi, il est connu. Et toujours avec ces mensonges systématiques du gouvernement israélien. Netanyahou avait dit en janvier 2024 « Nous n'avons aucune intention de déplacer de manière permanente la population de Gaza ». Plus de 65 000 propos publics ont été répertoriés faisant l'apologie de l'extermination des Palestiniens et du projet de déplacer les malheureux survivants dans tout un ensemble d'autres pays. Un membre de la Knesset, donc un député du parti de Netanyahou, il est de notre devoir d'exiler les Gazaouis, il y a au moins 10 pays prêts à les accueillir. Le journaliste demande, mais vous comprenez les implications de ce que vous dites? Oui, je vais affamer les habitants de Gaza, oui, c'est notre devoir, je veux les affamer pour qu'ils soient prêts à partir. Vous n'êtes pas inquiet des critiques internationales? Oh non, il faut s'occuper des Juifs, on ne va pas s'embêter avec ça. Et puis toujours cette idée de la déportation massive des Gazaouis, d'une recolonisation. Donc on est vraiment dans un projet génocidaire. Génocidaire, ça ne veut pas dire exterminer jusqu'au dernier. Ça veut dire détruire un groupe humain et le déraciner de son territoire. Faut-il rappeler que les Palestiniens sont les autochtones en Palestine, y compris en Palestine occupée, c'est-à-dire Israël.
Au moment du début de la colonisation sioniste, il y avait 10% de juifs autochtones en terre de Palestine. Et tous ceux qui ont immigré depuis sont pour l'immense majorité des gens qui n'ont pas de lien historique, génétique avec ce territoire, mais qui, pour des raisons religieuses, d'appartenance religieuse, considèrent qu'ils reviennent sur une terre qui leur a été donnée par Dieu. Et bien sûr, avec cette hypocrisie si caractéristique, à l'occasion des frappes iraniennes, il y a eu quelques morts du côté israélien, et c'est profondément malheureux. Je n'ai pas moins de compassion pour un civil tué qui soit israélien que pour un civil tué qui soit palestinien. Mais tout d'un coup, comme l'a fait remarquer un avocat d'origine iranienne sur les plateaux en France, pour 4 morts en Israël, on fait vraiment le cœur des pleureuses et de l'abomination et de tout, alors qu'Israël tue des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de civils en Palestine, à Gaza, mais dans tous les pays environnants, dans un haussement d'épaule. Et voyez ce double standard qui est la marque de la perversité. Le ministre des Sports israélien a dit tout soudain « Seuls les peuples les plus méprisables au monde peuvent s'attaquer à des hôpitaux où il y a des civils qui sont en train d'être soignés. » Mais on sait que les forces armées israéliennes ont détruit tous les hôpitaux de Gaza. Je vous renvoie à ma dernière émission si vous ignorez ce fait-là. Donc Israël détruit tous les hôpitaux civils de Gaza, et quand une bombe, un missile tombe à proximité d'un hôpital qui avait été évacué par sécurité, on s'indigne du fait que seuls les peuples les plus méprisables peuvent commettre des exactions de cette nature. Et vraiment, le culot de l'entité sioniste est sans limite. Alors bien sûr, de nombreux Israéliens s'en rendent compte. Vous voyez, j'ai traduit un tweet d'un citoyen d'Israël qui dit « Mais attendez, 2 millions de Gazaouis sont actuellement privés d'un système de santé fonctionnel après que 35 hôpitaux ont été bombardés. Chacun d'entre eux constituait-il une cible légitime, justifiant d'une opération ? Est-ce qu'il y a encore qui que ce soit qui croit aux déclarations du porte-parole de Tsahal ? Ben non, bien sûr que non. On sait que l'État d'Israël ment de manière systématique. Et puis, à l'occasion des frappes iraniennes, on a exhibé des bébés qui se faisaient consoler dans les bras de secouristes. Et de nouveau, une terreur de bébé israélien m'émeut autant qu'une terreur d'un bébé palestinien. Mais pendant ce temps-là, en Palestine, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'enfants qui ont été amputés à vif pour la plupart, parce qu'Israël fait un blocus sur le matériel médical et les médicaments. Je vous montre une vidéo d'une petite fille, Sarah Al-Bourch, qui a appris à se servir de ses pieds pour toutes sortes d'opérations du quotidien. Je suis allé avec mon père pour recharger des batteries et nos téléphones dans notre maison en ville. Quand ils ont bombardé la maison, alors que nous traversions la rue, et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé sous les décombres et mes 2 bras avaient été écrasés. J'ai appelé mon père, mais il n'était plus là. Quelqu'un est venu, il a appelé l'ambulance. L'ambulance m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont amené en salle d'opération et mes bras ont été amputés. Mon père était décédé. Et quand j'ai quitté l'hôpital, ma mère m'avait acheté un livre. Elle a commencé à m'apprendre comment lire et écrire et dessiner avec mes pieds. Et elle m'a emmené voir une thérapeute physique pour m'apprendre comment me nourrir également et comment boire. Et j'ai appris comme ça à me débrouiller. Et donc il y a eu tout un ramdam médiatique pour montrer des immeubles détruits. L'Iran c'est des terroristes, ils osent s'attaquer à des cibles civiles. Une dame qui pleurait, elle venait de prendre possession de sa maison qui a été détruite par un bombardement de missiles. Quelle tragédie! Une Française, ça a été tellement difficile de trouver un passeur pour sortir d'Israël. Quelle tragédie épouvantable! Netanyahou qui a osé dire « Oui, la guerre fait payer à tous un très lourd prix. Mon fils a dû annuler son mariage. Vous rendez-vous compte ?» Et là, on voit la perversité dans toute sa splendeur. Pendant ce temps-là, comme l'a dit un autre membre de la Knesset, nous avons tué 100 Palestiniens à Gaza et tout le monde s'en fiche
Tout le monde s'est habitué au fait que nous puissions tuer jour après jour 100 Palestiniens. Mais on va bien s'émouvoir sur cette Française qui a eu de la peine à quitter Israël. Et puis ces énoncés d'un racisme, d'une abjection consommée. Comme le sénateur américain Jay Sullivan, les vies juives sont beaucoup plus importantes que les autres. Ça, je suis désolé, c'est interdit par le code pénal, en principe. Et le même sénateur qui récidive à la puissance 1000 en disant « Écoutez bien, 1 million d'Arabes ne valent pas un ongle de doigt d'une personne juive. » Je me demande quel genre de discours on entendait dans l'Allemagne hitlérienne. Et voilà, des députés de la Knesset déclarent qu'une bombe atomique devrait être larguée sur Gaza, que Gaza doit être détruite, brûlée, qu'il est impératif d'affamer Gaza. Alors heureusement, il finit par y avoir enfin une reconnaissance de la gravité de tout ce que je vous expose, avec aussi la reconnaissance qu'on est dans un cas qui relève de la définition internationale du génocide. On se souvient qu'Emmanuel Macron a dit récemment « ce n'est pas à moi de juger si c'est un génocide ou pas, les historiens s'en chargeront », et plus de 2000 avocats ont interpellé dans une tribune le président en disant « non, vous ne pouvez pas humainement, honnêtement, vous situer dans un attentisme pareil, en rappelant accessoirement les mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale contre Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, en disant qu'il y avait des motifs raisonnables de les considérer coupables des crimes suivants: affamer des civils comme méthode de guerre, crimes contre l'humanité de meurtre, persécution et autres actes inhumains, crimes de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, priver la population civile de Gaza de biens indispensables à sa survie, y compris de nourriture, d'eau, de médicaments. Ça, je vous rappelle, c'est la définition même du génocide. D'entrave à l'apport d'une aide humanitaire, en violation du droit international humanitaire, d'être à l'origine du manque de tout ça qui a provoqué la mort de civils, d'infliger de grandes souffrances au moyen d'actes inhumains sur des personnes ayant besoin de soins, ce qui constitue des crimes contre l'humanité, de priver une partie significative de la population de ses droits fondamentaux, de cibler la population pour des motifs politiques et ou nationaux, commettant ainsi le crime contre l'humanité de persécution. Alors heureusement, ça finit par bouger. Une commission de l'ONU vient dénoncer le but, la finalité du gouvernement israélien est claire: la destruction de la vie à Gaza. Génocide. L'Union européenne, bien timide, on a trouvé récemment par une fuite une note confidentielle adressée aux États membres qui reconnaît qu'Israël commet des crimes internationaux. Oh ben tiens. L'ancien ambassadeur d'Israël, Eli Barnavi: si on n'arrête pas Netanyahou, on se sera rendu coupable d'un crime contre l'humanité massif. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, qui dit: nous sommes en train de commettre des crimes de guerre, ce que nous faisons à Gaza est une guerre d'anéantissement, des tueries indiscriminées de civils sans retenue, brutales et criminelles. Nous commettons des crimes de guerre à Gaza. Et Ehud Olmert insiste: le vrai ennemi que nous avons, nous Israéliens, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le Hezbollah, ce n'est pas le Hamas, mais le vrai ennemi d'Israël, dit son ancien Premier ministre, ce sont les groupes fanatiques, fous, messianiques, qui sont inclus au sein du gouvernement Netanyahou et sur lesquels celui-ci s'appuie pour rester au pouvoir. Ehud Barak, un militaire, un ancien Premier ministre lui aussi, qui dit: il y a ces ministres messianiques et racistes qui poussent Netanyahou à enclencher des escalades systématiques avec des bombardements sur tous les pays environnants pour accélérer la venue du Messie. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un des thèmes majeurs dont personne dans la classe médiatico-politique vous parle. L'ancien ministre israélien de la Défense dit que le massacre des Palestiniens relève d'une idéologie messianique, nationaliste et fasciste. Et puis avec, parlons d'hypocrisie, toujours ce prétexte du 7 octobre et des otages. Mais le 7 octobre,
attaques de combattants palestiniens contre des militaires et des civils israéliens ne justifie en rien le fait de génocider une population ou même d'attaquer des civils. Si tant est que les Palestiniens, et c'est très probable, se soient rendus coupables de crimes de guerre, à ce moment-là, bien sûr qu'il faut les poursuivre pour cela, et d'ailleurs la Cour pénale internationale a inculpé également les dirigeants du Hamas, mais cela ne vous donne pas de légitimité à bombarder des populations civiles. Imaginez. Et on sait de surcroît que Netanyahou a tout fait pour que les otages ne soient pas libérés. Il y a eu un ensemble de révélations. Le ministre des Finances, dont je vous ai déjà parlé, Smotrich, considéré comme un des plus fanatiques du cabinet, à l'époque où il était encore en poste, a déclaré que les otages devaient être sacrifiés sur l'autel des aspirations messianiques. On sait que, d'après des documents de l'armée israélienne, la libération des otages est un des buts les moins importants de cette guerre. Et puis, Ben Gvir et d'autres se sont vantés d'avoir torpillé les négociations pour la libération des otages. Donc, vous voyez comme c'est pervers. Ils disent, oui, mais comprenez, c'est vrai qu'on y va un peu fort, mais il y a les otages, que le Hamas libère les otages, et tout prendra fin. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Sur le 7 octobre, les Israéliens, comme ils en ont l'habitude, menteurs patentés. J'ai passé un témoignage d'un ancien chef d'état-major de Colin Powell qui dit « Je ne fais plus jamais confiance aux Israéliens, ils mentent sur tout ». Dès que les attaques ont eu lieu, et il y a lieu de s'interroger sur l'origine réelle des attaques, des torrents de mensonges ont été déversés pour hystériser la population israélienne et hystériser l'opinion publique occidentale. Les 40 bébés décapités, les femmes enceintes éventrées, les bébés pendus, les bébés dans des fours, les familles torturées, tout cela était faux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre? Bien sûr que non. Ça serait ambitieux de penser que les combattants palestiniens ont été irréprochables. C'est plus que probable qu'il y ait eu des crimes de guerre. Mais en tout cas pas tout ce que la propagande a visé à nous faire croire. Pourquoi? Pour pouvoir déshumaniser les Palestiniens et justifier ce qui s'est passé ensuite. On peut même aller jusqu'à supposer que Netanyahou a laissé faire ou a organisé l'attaque. Ses services avaient reçu des signalements d'un ensemble de services secrets. Et puis le renseignement israélien, c'est quand même pas le plus mauvais au monde. Donc est-ce que c'est envisageable que Netanyahou ait même provoqué ou laissé faire le 7 octobre? Absolument. Est-ce qu'il y a la moindre certitude en ce sens? Non, pas à ce stade. En revanche, même s'il ne l'a pas organisé, il est clair qu'il a tiré un profit maximal de cet événement tragique, attaque militaire, pour hystériser sa population, et puis avec cet autre point d'ombre qui reste posé et sur lequel personne n'enquête, qui est l'application de la directive Hannibal. C'est une directive que l'ancien chef de l'armée a admis avoir mis en application. Je vous rappelle, c'est si des combattants palestiniens partent avec des otages en direction des territoires palestiniens, il faut tuer tout le monde pour ne pas laisser les Palestiniens avoir des otages. Et il y a eu des témoins qui ont révélé ça. On sait que même dans la destruction du kibbutz Be'eri, il y a au moins 12 Israéliens qui ont été tués par l'armée israélienne. Donc sur les centaines de victimes israéliennes du 7 octobre, il est plausible, il est probable qu'il y ait une grande partie d'entre eux, voire une majorité d'entre eux, qui a été détruite par ses propres troupes. Ehud Barak rajoute que Netanyahou prolonge délibérément la guerre, notamment pour se mettre lui-même à l'abri des poursuites judiciaires et de toutes les nombreuses casseroles qu'il a. Alors ça va de cas simples de corruption. Trump vient de s'en indigner en disant qu'il faudrait gracier Netanyahou, tant qu'à faire. Mais il faut savoir que désormais Netanyahou est passible de manière imprescriptible d'un jugement pour crime contre l'humanité et génocide. Alors évidemment que la population israélienne, l'opinion publique, qui, hystérisée comme elle l'a été, est encore majoritairement en faveur de l'écrasement des Palestiniens, malgré tout connaît des tensions internes assez vives. Je l'ai aussi partagé dans de précédentes émissions.
Et vous voyez, de nombreux penseurs, à un moment donné, ont dit « Je suis obligé à ce stade de reconnaître qu'Israël connaît bel et bien un génocide à Gaza ». C'est le cas de Shayel Ben Ephraim, un universitaire, qui dit « Entre le bombardement indiscriminé des hôpitaux, le fait d'affamer la population, les plans de nettoyage ethnique, le massacre de travailleurs humanitaires et tout ce qui est en train de se passer, il y a un projet d'éradication des Palestiniens. » Un des plus éminents historiens du génocide, lui-même rescapé de la Shoah, Omer Bartov, a également à un moment donné reconnu qu'il n'est plus possible de dénier plus longtemps qu'Israël est engagé dans des crimes de guerre systématiques, dans des crimes contre l'humanité et, in fine, un génocide. Donc, vous voyez, si les journalistes français et les politiciens et voilà tous les véreux refusent de parler de génocide à Gaza, eh bien, les meilleurs spécialistes des génocides israéliens confirment qu'on est dans ce registre. Et Omer Bartov n'est pas le seul. Raz Segal, qui est à la tête d'un institut de recherche sur les génocides, Amos Goldberg, tous historiens, tous israéliens, tous experts en génocide, disent « mais évidemment que c'est un génocide ». Lee Mordechai a publié un rapport de 124 pages dont j'avais donné connaissance à l'époque, détaillant de manière extrêmement scrupuleuse la réalité de tous les crimes. Une espèce d'encyclopédie du génocide du peuple palestinien, que vous pouvez trouver en ligne. Il s'appelle un rapport qui s'appelle « Bearing Witness », porter témoignage. Ilan Pappé, auteur du livre « Le nettoyage ethnique de la Palestine », historien israélien lui aussi, dit, voilà, ce qui se passe là-bas, ça n'est pas de l'autodéfense, c'est un génocide. Amos Goldberg, autre professeur israélien d'études sur l'Holocauste, il dit, nul besoin d'être un expert de l'Holocauste pour savoir ce qu'il faut dire aujourd'hui, arrêtez ce carnage, arrêtez d'affamer les enfants, arrêtez le génocide. Des douzaines et des douzaines d'universitaires israéliens spécialisés dans les études sur les génocides ont signé une tribune, rejoint par plus de 1000 universitaires à travers le monde, disant qu'il était urgent d'intervenir. Oui, c'est un génocide. Pascal Boniface, en France, excellent auteur, grand connaisseur, a publié aux éditions Max Pilot un livre « Permis de tuer, génocide et négationnisme, ce dans quoi nous sommes ». Et donc oui, un nouveau consensus est enfin, après 19 mois de massacres systématiques en train d'émerger, Israël commet un génocide. Vous voyez, le Washington Post, très grand titre américain, le Financial Times, qui concède qu'un génocide est en cours à Gaza. Certains chroniqueurs de plateau, comme Guillaume Ancel en France, mais qui se heurtent à toute l'armada des influenceurs sionistes. Jeremy Corbyn, le grand politicien anglais, qui dit nous assistons au premier génocide retransmis en direct dans l'histoire. Ceux qui permettent, qui facilitent ces crimes contre l'humanité doivent être tenus responsables et non ceux qui ont l'humanité de s'y opposer. Et puis, bien sûr, aussi des intellectuels juifs qui disent le gouvernement israélien est en train de mettre en danger les Juifs à travers le monde. Le premier producteur d'antisémitisme au monde, c'est la clique génocidaire au pouvoir en Israël. Et je l'ai souvent dit, si le devenir d'Israël vous tient à cœur, vous devez condamner ce que j'évoque ici. Et puis toujours avec cette défense, mais qui devient délirante. Je vous passe un extrait d'un dialogue entre un politicien israélien et un journaliste norvégien qui, franchement, vaut le détour. Il est tellement caractéristique, paradigmatique de cette posture israélienne qui, non contente de commettre les pires crimes, en plus ose s'offusquer du fait qu'on les interroge à ce sujet.
Est-ce que Israël est en train de commettre un génocide contre les Palestiniens? Attendez, vous êtes sérieux en demandant une question pareille? Vous êtes sérieux? Vous vous considérez comme étant un journaliste sérieux en osant poser des questions pareilles? Selon Amnesty, qui a publié un rapport de 287 pages en décembre 2024, appuyé sur des évidences de médecine légale, ils disent oui, Israël est en train de commettre un génocide. C'est quoi votre réponse? Des mensonges, des menteurs. Donc vous ne croyez pas Amnesty, Human Rights Watch, les Nations Unies, quelques-uns des plus respectés universitaires israéliens spécialistes des holocaustes et du génocide, Amos Goldberg. Il a écrit « Oui, c'est un génocide, c'est difficile et douloureux à admettre, mais après 6 mois d'une guerre brutale, nous ne pouvons plus éviter ce constat. » Quelques-uns des professeurs les plus éminents en Israël disent qu'affamer la population... Attendez, génocide, affamer la population, nettoyage ethnique... Alors oui, bon, je dis encore, hein, tout ça c'est du non-sens, c'est des mensonges. Et franchement, je vous accuse d'être antisémite, anti-israélien. Voilà ce que vous êtes. Continuez, pardon. Vous m'avez appelé un antisémite pour poser des questions en m'appuyant sur les rapports de l'ONU, d'Amnesty et de quelques-uns des meilleurs spécialistes en Israël. Alors à cause de ça, je suis un antisémite. Parce que je pose des questions sur ce que vous faites là-bas. Je pose des questions, je ne vous accuse pas de quoi que ce soit. Ce que vous faites dans cette interview est scandaleux. Vous ne méritez pas d'être appelé un journaliste professionnel. Il n'y a rien de positif en Israël, tout ce qu'on fait est mauvais, on est tous vicieux, on est tous mauvais. Il y a un mandat d'arrêt international contre votre Premier ministre pour crime de guerre, ok? Et on connaît la stratégie, l'ancienne ministre travailliste, Madame Aloni, l'avait recueilli. Antisémitisme, c'est un truc que nous utilisons tout le temps pour étouffer toute critique légitime envers l'État sioniste d'Israël. Au point que ça en deviendrait risible, de nouveau, si ça n'était pas aussi tragique. Vous voyez, ne tuez pas cet enfant, vous êtes antisémite. Et puis avec cette usurpation qu'il faut dénoncer encore et encore, qui consiste à associer le judaïsme et Israël. Mais c'est totalement faux, c'est au contraire une récupération par le projet sioniste génocidaire du judaïsme comme bouclier humain, comme couverture. Et bien sûr, de nombreux et éminents rabbins, comme Abraham Silberstein, indiquent que les sionistes trahissent le peuple juif en présentant Israël comme la représentation du judaïsme. Ils cherchent en permanence à fusionner l'identité juive avec Israël, alors que c'est profondément choquant au regard de la Torah. Écoutez cet autre passage du rabbin Yaakov Shapiro. Nos communautés ont depuis longtemps désavoué les sionistes, non seulement en raison de leurs valeurs, méthodes, aspirations et objectifs diamétralement opposés aux nôtres, non seulement parce que nous sommes une communauté pacifiste, interdite de guerre ou toute forme de belligérance, mais parce que nous sommes un peuple à part entière. Nous ne sommes un peuple que par notre religion. Ceux qui acceptent d'autres religions, y compris le sionisme, ont quitté notre peuple. Cela inclut également les soi-disant sionistes religieux, messianiques, suprémacistes, tous ceux dont je vous ai décrit les paroles abjectes. Et d'après le rabbin Shapiro, ces gens sont tenus de se repentir. Et il le dit lui-même, nous refusons de nous laisser utiliser comme bouclier humain par des gens qui prétendent faussement être l'État des Juifs. Nous déclarons l'État d'Israël ne représente pas la communauté juive mondiale. Il ne s'agit pas de l'État-nation des Juifs, mais de l'État des Israéliens, qui ne représente en aucune manière le peuple juif ni la religion du judaïsme. Les actes d'Israël lui appartiennent et il en est le seul responsable. Et on comprend la gravité immense de ce que nous nommons ici. En Occident, tout le monde fait encore semblant que, oui, bon, ils y vont un peu fort, mais ça n'est pas si grave. Mais imaginez dans les années et les décennies à venir le regard que les historiens, que les responsables de demain, que nos descendants porteront sur notre époque et sur la manière dont l'Occident tout entier a pu couvrir des crimes aussi abominables que ceux qui sont actuellement commis par les sionistes, et dont bien sûr il faut espérer, avec les complices qui sévissent sur nos plateaux et dans nos parlements,
qu'ils soient traînés devant la justice pour des crimes imprescriptibles ou par la complicité à ces crimes. Et comme le relève cet internaute, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Gaza, il s'agit de l'espèce humaine. L'humanité est en train d'être éradiquée et remplacée par une variété psychopathe d'Homo sapiens, en aurais-je assez parlé sur ma chaîne. Si nous permettons que le génocide soit normalisé, nous nous retrouverons dans un cauchemar dystopique où des masses de sociopathes ignorants seront contrôlés et dirigés par un petit groupe d'élite de psychopathes sadiques. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. C'est exactement là où nous en sommes, c'est exactement là où le combat se joue. Donc oui, de grâce, montez au front avec ce thème du génocide. Insistez sur le fait que les excuses bidons utilisées pour nier la réalité de ce qui est en cours à Gaza et sa qualification de génocide ne sont pas acceptables. Insistez pour dire que les journalopes, que ces pseudo-experts vendeurs de morts, que toute cette clique de Sayanim qui sont au service de l'agenda destructeur et génocidaire d'un faux Israël sont des gens d'une toxicité et d'une perversité extrême. N'ayez pas peur, allez-y, notre humanité se joue à Gaza. Maintenant. Je terminerai cette émission en vous remerciant d'avoir tenu jusqu'au bout. Dieu sait si les choses que nous avons explorées sont douloureuses. Mais il faut faire ce travail de voir la réalité en face avec la lettre d'un docteur de Gaza, écrite au cœur de la nuit. C'est encore la nuit. Ça veut dire que les drones sont de retour. Leur bruit n'est plus un bruit, c'est une présence, comme la folie qui gronde au-dessus de nos têtes. J'écris à la lumière de mon téléphone, mes mains sentent l'antiseptique, le sel, le sang et la mort. Il n'y a plus d'hôpitaux dans le nord, plus de services, plus de lits, même plus de murs. Seulement cet endroit qu'on appelle clinique, un demi-corps, un demi-fantôme de médecine accroché à la vie comme ceux qui y entrent. Et ils viennent, ils marchent, parfois plus de 30 minutes à travers les gravats, le silence et la fumée, juste pour une bande de gaz, un mot, une chance. Ils ne viennent pas pour guérir, ils viennent parce qu'il n'y a plus aucun autre endroit où saigner. Aujourd'hui, une femme est venue, 37 ans, mais elle marchait comme si elle était déjà morte 2 fois. Ses mains, que Dieu me pardonne, semblaient passer par un four, fendues en sang. Eczéma ? Oui. Eczéma, j'ai dit, comme un idiot. Mais que veut dire encore eczéma quand la mer est devenue la baignoire ? Elle m'a dit qu'elle lave ses habits et ses assiettes avec de l'eau de mer et du dentifrice. Non, pas une image, pas une métaphore, du dentifrice. Parce que le savon coûte plus cher que la vie ici. Parce qu'elle vit dans une tente, coincée entre la mort et le prochain missile. Je lui ai dit que je lui donnerais une crème. Je l'ai dit doucement, comme on ment à un enfant. J'avais envie de hurler, de la prendre dans mes bras et de crier « Tu mérites un foyer, tu mérites une baignoire, tu mérites des mains propres. » Mais mes mains à moi ne le sont pas. Je n'ai pas crié. Je lui ai tendu la crème et j'ai détourné les yeux. Je ne suis plus un médecin. Je suis un témoin du meurtre lent de la dignité, d'un pays où la médecine est devenue une farce cruelle et la survie un péché. Comment soigner un corps quand c'est l'âme qui saigne ? Ce soir, je vais m'allonger et imaginer un monde où je n'ai pas à m'excuser d'être humain. Un monde où donner une crème ne serait pas un acte d'humiliation. Mais je ne dormirai pas. Personne ne dort ici vraiment. On ferme juste les yeux et on attend le prochain cri. Il me reste à rendre hommage à tous les juifs israéliens, à tous les juifs à travers le monde, à toutes les personnes de toute confession, de toute ethnie, de toutes origines, qui ne supportent plus de voir cette abomination, et pire, la double abomination de la banalisation de l'abomination. Dans ma prochaine émission, j'aborderai la question de comment un peuple qui a vécu l'Holocauste
peut en venir à commettre un génocide, car c'est évidemment d'un génocide qu'il s'agit, comme nous venons de le voir, ça sera de nouveau une démarche compréhensive. Mon but n'est pas la haine, mon but n'est pas la dénonciation dans le sens stérile du terme. Oui, il faut s'opposer à cette ignominie. Il faut comprendre que notre humanité est en jeu à Gaza, comme elle l'a été dans les camps de la mort, comme elle l'a été dans de nombreux génocides précédemment. Mais il faut toujours rester dans cette démarche compréhensive, comprendre comment des êtres humains peuvent en venir à se comporter de telle manière. Et donc j'aborderai la manière dont la société israélienne a basculé dans cette pulsion de mort, à la faveur d'un endoctrinement paranoïaque, d'un ensemble de manipulations dont j'ai nommé un certain nombre aujourd'hui. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode, une nouvelle fois en vous remerciant de tout cœur de votre présence, de votre courage. Ça prend beaucoup de courage d'oser se confronter au pire du pire, mais nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de fermer les yeux face à quelque chose d'aussi grave. Merci.